S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello, c'est Max, bienvenue sur le podcast Tennis Légende. Alerte pépite pour ce 31e épisode. On reçoit un joueur qui a été pro pendant 14 ans, top 40, 10 ans dans le top 100. Il est notre premier Wallon sur le podcast et ça fait vraiment plaisir d'accueillir cette nation si cool et décontracte. Il s'agit de Christophe Rocus et pour vous planter le décor, Chris et son frère Olivier ont gagné des rencontres de Coupe Davis à eux seuls. Plutôt efficace la famille Rocus pour le tennis belge. Et assez ouf pour un joueur qui s'est très peu entraîné jusqu'à ses 15 ans et qui a failli abandonner plusieurs fois avant d'avoir du succès sur le circuit. Si vous écoutez le podcast depuis un moment, déjà merci. Et si vous le partagez autour de vous, alors encore merci. Mais vous commencez aussi à savoir qu'on a quelques questions récurrentes, comme la pire galère vécue sur le circuit secondaire. Eh bien, celle de Christophe a failli lui être fatale, puisqu'il a tout simplement failli mourir en Amérique du Sud. On a évité le drame de très peu. Notre invité nous parle d'un joueur français, avec beaucoup d'affection, parce qu'il lui a plusieurs fois donné l'envie de se battre, et lui a donc servi de mentor sur le circuit. Cette interview est un condensé de franchise, de naturel et de punchline. Chris est un total outsider et il a réussi à faire mentir les dizaines de personnes qui lui ont dit qu'il n'y arriverait jamais. Un exemple de détermination, total respect. Amoureux du jeu en toucher, il nous fait vivre de l'intérieur un circuit avec beaucoup moins de paillettes que ce qu'on peut imaginer, mais non sans émotion. Chris remonte dans un temps où la Coupe Davis faisait rêver, où les meilleurs joueurs de chaque nation se battaient pour elle, et le public pouvait devenir totalement fou. On aborde ensuite le vaste sujet du mental dans le tennis. Cet épisode vous permettra peut-être de mieux comprendre comment lâcher prise sur le terrain et se redonner un coup de boost quand on sent que c'est nécessaire. On termine avec un sujet épineux, celui du dopage. Chris avait pas mal balancé à la fin de sa carrière. Aujourd'hui, il est plutôt détaché, mais vous le verrez, pas dupe pour autant. Enfin, vous connaissez le rituel. Vie de famille, vision de la vie et même de l'amour. Je me suis régalé avec Chris et j'espère sincèrement qu'il en sera de même pour vous. Si c'est le cas, vous nous filez un vrai coup de pouce en nous mettant 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast. Ça aide à faire connaître la chaîne et nous va droit au cœur. Avant de passer à l'entretien, avec Fabrice Barraud, notre statisticien préféré, qui travaille pour Gilles Servara, coach de Daniil Medvedev, Fred Fontan, entraîneur de Félix Auger-Aliassime, et pour Nico Mahut, on a enregistré 4 secrets de sa fabrication pour progresser grâce à la stat et optimiser vos forces. C'est cadeau, en téléchargement libre juste en dessous, en description. Fabrice a analysé plus d'1 million de points, c'est du lourd et c'est gratuit. Place au 31e épisode avec Christophe Rocus. Bienvenue aux Belges et bonne écoute à tous. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté, c'est hyper sympa. Et puis du coup d'avoir téléchargé l'appli, c'est encore plus sympa. C'est pas bien compliqué. Bon, bah, nickel. T'as dit quoi, 45 minutes plus ou moins, c'est ça? Ouais, plus ou moins. Bon, parfois on dépasse un peu, mais bon, si on termine pas, on pourra terminer plus tard, c'est pas grave. Je suis pas le plus bavard, ça devrait aller. Ah d'accord. Ton surnom, c'est Rocon, c'est ça? Ça se prononce? Ouais, mais c'était un de mes premiers surnoms quand j'ai commencé à jouer, donc quand t'as 18 ans, quoi. Ça voulait dire quoi? Ben, en fait, Rocon, c'était pas... Le truc, c'était Rocon. D'accord. Bon, alors Christophe Philippe Rocus. Tu es né le 15 décembre 78 à Namur, capitale de la Wallonie, en Belgique. Tu mesures 1m70 pour 68 kg. Ton papa est docteur, ta maman dentiste. Tu as 2 jeunes frères, Pierre et Olivier. Tu as été joueur de tennis pro de 96 à 2010. 38e joueur mondial à ton meilleur en 2006. Tu as joué 337 matchs sur le circuit. Ton coup fort est l'amorti. Ta surface préférée, la terre battue. Tu as gagné un titre en double avec Julien Bouter en Inde à Chennai en 2000. Il faudra que tu nous racontes comment c'était l'Inde en 2000. Bon, on verra ça après. Tu as remporté 5 challengers à Poznan en Pologne, Venise, Luxembourg, Saint-Brieuc et Zagreb. Tu as joué 35 fois en tableau final de Grand Chelem. Tu fais 8e en 2000 à l'Open d'Australie en battant au passage Albert Costa, tête de série 15, éliminé ensuite par Kafelnikov. Tu fais 3e tour à Roland, 2e à Wim et à l'US. Tu as fait demi au Master 1000 de Hambourg, qui est aujourd'hui remplacé par Madrid, en sortant Gaudio, numéro 6 mondial au 2e tour, puis Cella en quart, en lui faisant 2 amorties gagnantes par jeu, ce qui t'a permis d'intégrer le top 50. Tu as fait partie de l'équipe belge de Coupe Davis pendant 11 ans, de 99 à 2000. Tout jeune, t'admirais Stéphane Edberg. Tu joues plutôt très bien au golf. T'es combien aujourd'hui?
Aujourd'hui, je suis pro de golf, donc 0, mais j'étais 1 d'handicap en fait. Donc oui, tu joues plutôt bien. Est-ce que tu as toujours tes 2 Jack Russell? Non, ils sont morts tous les deux. Ils sont morts tous les deux. Ouais, ça faisait longtemps, je les avais, ouais, il y a une vingtaine d'années. Donc, Ah oui, d'accord. il y en a un qu'on a dû piquer parce qu'il déconnait, et l'autre a vécu très vieux. Il est mort il y a 2 ans, je crois, donc il a vécu 17-18 ans. D'accord. Tu es papa de 2 enfants, Elena et Arthur. Tu dis être plutôt un gars sympa, donc c'est ce qu'on va voir. Christophe, est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as commencé le tennis? Parce que tu es plus grand que ton frère Olivier, donc c'est peut-être toi qui as ouvert la voie. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Déjà, à côté de chez mes parents en Belgique, il y avait un club de tennis. Et pour pas qu'on aille par la route qui était dangereuse, mon père a fait une porte d'accès dans le jardin qui menait directement au club de tennis. Et D'accord. donc, en fait, nous, on traversait notre jardin et on arrivait sur le club de tennis, quoi. Et c'est là, forcément, tu sais, que tu as un accès, que tu as une activité qui est juste à côté. Puis tu commences à jouer des heures avec tous les enfants. Et puis après, quand mon frère a commencé à jouer aussi, mon père a fait construire une grande terrasse devant la maison et il a mis un filet. Et là, on jouait peut-être 2-3 heures par jour au mini-tennis avec mon frère. Énorme. Et en fait, nous, en tout cas, moi, jusqu'à 15 ans, j'ai pris très, très peu de cours de tennis, quoi. J'avais peut-être 2 heures de cours de 2 entraînements par semaine. Le reste, on jouait sur la terrasse avec mon frère, quoi. Et c'est comme ça vraiment qu'on a découvert le tennis, mais en jouant des heures et des heures au mini-tennis, quoi. Et c'est comme ça que vous avez développé votre main. Ouais, ça c'est sûr. C'était pas des vrais entraînements, tu vois. Donc, tu apprends à découvrir le jeu tout seul, quoi. Quand je discute avec beaucoup de joueurs, tu me parlais de Steve Darcy l'autre jour, il disait la même chose. Il dit les jeunes, ils ont plus de main parce qu'on leur apprend juste à faire des paniers de balles, à frapper. Alors Ouais. que nous, on était beaucoup plus libres sur les terrains. Et donc, on allait juste bêtement s'amuser et essayer des trucs, quoi. Donc tu recommandes fortement l'apprentissage par le mini-tennis? En tout cas, par le mini-tennis et puis beaucoup seul, à fond, pour découvrir tes qualités, découvrir ce que tu fais bien, découvrir ce que tu aimes. Moi, quand j'entraîne un peu, là, tous les jeunes, je leur dis, mais vous n'avez pas besoin d'un prof à chaque cours avec vous, quoi. Prenez des infos auprès des profs et puis allez essayer vous-même, quoi. Jusqu'à 15 ans, tu dis que tu t'entraînais pas énormément. À partir de quel moment tu as rêvé d'être professionnel? À 15 ans, je jouais quand même bien, en fait. Même en jouant peu, je jouais quand même bien. Donc, à 15 ans, je suis parti en sport-études à Mons, où pour le coup, il y avait, c'était le début du sport-études. Donc, mon frère était là. Puis, une année ou deux après, il y a Justine Henin qui arrivait. Puis, il y a Steve Darcy qui est arrivé. Donc, moi, j'ai commencé à ce moment-là à jouer une fois par jour, mais 5 jours par semaine. Mais c'était début du sport-études, hein. Donc, on allait à l'école jusqu'à 4 heures. On jouait de 4h30 à 5h30. Et puis, voilà, quoi. Puis, on faisait des foot et des baskets. Donc, c'était tout à fait autre chose de ce qui se fait maintenant, quoi. Tu as joué les juniors du coup? Enfin, tu étais dans les meilleurs du pays et tu as enchaîné avec les juniors ou comment s'est passée ta progression? Justement, très, très peu de tournois internationaux, quoi. Je faisais 3 juniors par an. C'était lesquels? En Angleterre, en Allemagne. J'ai fait Francfort en Allemagne, je sais. J'ai joué Pichama Bay en Angleterre. J'ai fait une fois les qualifs de Roland-Garros, mais voilà, c'est tout, quoi. Enfin, quasi rien, quoi. Pas d'anecdote à Roland avec d'anciens champions, un truc comme ça, toujours chez les jeunes, hein, toujours chez les juniors. Non, moi, ça faisait pas partie de mon monde. Moi, mon père m'avait dit, écoute, si tu veux jouer au tennis à 18 ans, tu peux, mais d'abord, tu passes ton bac. Ouais. Et donc, moi, c'était vraiment, voilà, j'étais dans mon sport-études, mais comme je dis, c'était plus des études et un peu de sport. Et moi, voilà, c'était mon truc. J'avais dans la tête, je finis ça et j'essaye de jouer le mieux possible. Et puis, je verrai bien, quoi. Même quand j'arrivais là, je me sentais même pas à l'aise. Enfin, j'avais même pas l'impression d'être à ma place, ni de savoir ce que c'était, quoi. Tu vas jouer, et puis voilà. Et j'en faisais 2 par an j'en ai fait 3 par an pendant 2 ans, quoi. Donc, rien du tout. Tu as passé un bac quoi? En Belgique, c'est général, donc il n'y a pas j'avais pas d'option particulière, mais il y a un peu tout, quoi. Donc, j'ai appris à l'école, on avait, enfin, plus langue alors, tu vois, parce que je parlais néerlandais et anglais déjà. Mais nous, c'est très, très général, quoi. C'est pas comme vous en France où il y a une spécificité. Nous, c'est l'idée d'avoir son diplôme pour pouvoir après aller faire n'importe quelle université, quoi. Ouais. Ton frère a combien de moins de toi? Mon frère a 2 ans. Ouais. 3 ans calendrier, lui il est né en 81, moi 78. Mais je suis né en décembre, il est né en janvier. Donc, Et il t'a rapidement rattrapé en termes de niveau de jeu ou jusqu'à quand tu as été devant? écoute, j'ai été, non, pour le coup, devant.
Il était, en fait, vu qu'on y avait 3 années en catégorie de jeunes, t'imagines, 3 années d'âge d'écart, c'est colossal. Ouais. Donc, lui était très fort très vite et moi, j'étais pas bon. Mais voilà, au niveau de jeu, j'étais meilleur que lui jusqu'au moment où moi, j'avais 20-21 et lui 18-19, tu vois. Et puis, à ce moment-là, quand il est arrivé sur le circuit, c'est là qu'il a commencé à mieux jouer que moi, quoi. Mais toute notre jeunesse, il n'a jamais forcément… Voilà, tu sais, 2 ans d'écart quand tu es jeune, c'est beaucoup, hein. Même s'il y en a un qui est moyennement bon et l'autre qui est bon, quoi, tu vois. Tu kiffais lui mettre des branlées à l'époque? Non, moi, j'étais pas comme ça. C'était plus ma mère qui voulait de temps en temps qu'on joue au tennis un contre l'autre. Mais moi, j'étais pas hyper compétiteur, en fait, jeune. J'aimais bien le jeu, mais j'étais pas, moi, la compétition. Enfin, j'aimais avant tout le jeu avant la compétition. Alors que lui, il aimait la compétition plus que tout, quoi. Et donc, c'est moi, je perdais des matchs, je sortais en rigolant. Enfin, tu vois, c'était vraiment le jeu ma priorité. Moi, c'était m'amuser, faire des coups. À partir de quel moment c'est devenu sérieux, du coup? Une fois que j'ai eu mon bac, mon père m'a dit, à ce moment-là, il m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je vais être professionnel. Elle m'a dit, bonne chance. et donc voilà, il m'a pas donné 1 euro. Il m'a dit, vas-y, t'es professionnel, débrouille-toi. Comment t'as fait? Comment j'ai fait? À l'époque, on avait des petites aides de la fédération. Donc, j'avais une bourse de 5 000 euros de la fédération. Ouais. Et puis, comme je jouais déjà pas si mal, tu vois, en Belgique, j'étais Série A, donc l'équivalent quand même première série à 17 ans. Donc, j'avais fait un peu des tournois belges l'été, j'avais gagné un peu d'argent. Je faisais un peu d'interclub. Et donc, voilà, je sais pas le montant que j'avais, mais j'avais peut-être 15 000 euros pour démarrer, quoi. Okay. Et il m'a dit, bonne chance. J'ai fait, OK, super. Et donc là, j'ai commencé avec mon sac à dos, partir beaucoup tout seul. Et là, c'était vraiment galère pendant des mois et des mois et des mois, quoi. Là, j'étais là, je me dis, ouais, je vais arrêter. Et puis je sais pas, t'as des concours de circonstances quand même comme ça. J'allais arrêter et puis j'étais une fois avec un coach sur un tournoi et il me dit, écoute, de toute façon, tu vas pas aller t'inscrire à l'école tout de suite. Essaie de plus trop réfléchir et joue. Et là, je me qualifie et je fais finale d'un Masters de satellite en Finlande où je perds contre JB Perlan. Et en fait, et là, je me dis, oui, tout compte fait pas mal. Puis le mois d'après, je fais un satellite en Belgique. Je finis 2e derrière Julien Bouter. Okay. Et en fait, mon père m'avait dit, après 1 an, tu dois essayer d'être 400. Et en fait, j'avais rien fait en 10 mois. Et sur les 2 derniers mois, je suis arrivé à 400, quoi. Propre. Et donc après, forcément, après 1 an, tu es 400. Tu dis, je vais quand même continuer alors, tu vois. Puis mon père, il m'avait dit, l'année d'après, il faut que tu sois 200. Et l'année d'après, j'étais 202. Et après, voilà. Puis après, ça se fait… des fois, ça se fait relativement vite, même quand tu n'es pas si fort au départ, en fait. Un rapide break pour vous rappeler qu'on a enregistré 4 optimisations gratuites avec Fabs Barreau, notre statisticien préféré qui collabore avec Servara, le coach de Medvedev, l'équipe de Félix Auger-Aliassime et avec Nico Mahut pour grappiller de précieux points grâce à la stat, en comprenant mieux votre style de jeu et en apprivoisant vos forces. C'est en accès libre juste en dessous en description. Voilà, c'est reparti, on y retourne. Ton premier point ATP, tu te souviens où c'était et comment? Mon premier point ATP, ouais, c'était au Portugal, un satellite au Portugal. J'avais pris 8 points ATP, j'avais pris sur mon premier satellite. Le premier, ça s'était encore plus ou moins bien passé. Puis après, pendant 6-7 mois, c'était juste 0, quoi. Je faisais n'importe quoi. J'étais tout seul. Je me souviens d'un satellite. Moi, j'arrivais à 2 mains. Et d'un satellite en Grèce où j'ai joué le Masters à 1 main tellement j'en avais plein le cul de jouer, quoi. Et je me suis dit, je vais changer des trucs. Donc, je faisais… Mais c'est dur. Tu as 18 ans, tu n'es même pas un très bon joueur. Et tu es là, tu es tout seul. Mais ce qui est génial, c'est que c'est tellement dur que tu apprends à savoir qui tu es, quoi. Tu apprends à savoir ce que tu veux. En 2 ans, tu montes 200e mondial, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu te souviens de ta pire galère en futur ou en challenger ou en satellite? Vraiment un truc avec des conditions abominables? Ouais, il y a des galères de jeu, il y a des galères de tout, quoi. Moi, je me souviens, on jouait en Grèce, il y avait des chaises d'arbitre qui s'envolaient, les balles, tu les mettais dans le coin, elles revenaient sur le terrain. Je me souviens de satellite où on dormait à 10 dans des dortoirs. On mangeait du poulet rôti tous les jours parce que ça coûtait 3 euros le plat, tu vois. Mais après, la pire galère, ça, je m'en souviens parce que j'étais 120e mondial et il me restait 1 semaine de tournoi pour être tableau à l'Open d'Australie. Et là, je me dis, OK, essaye quand même d'aller chercher les points. Il n'y avait pas de tournoi en Europe. Donc, je pars à Caracas, au Venezuela. Et tu vois, il fallait juste que je fasse quart de finale pour avoir une chance d'être tableau en Australie. Donc, je me dis, OK, je prends cette chance-là.
Et Caracas, c'est une des villes les plus dangereuses du monde, tu vois. Ouais. Et là, j'arrive, t'imagines, c'était il y a 25 ans, donc l'organisation, c'était pas ce que c'est maintenant, quand même, quoi. Et j'arrive, et là, je prends un taxi parce qu'il y avait personne du tournoi, et là, on me met un flingue sur la tempe et tout. Et là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir, quoi. On m'avait expliqué des histoires avec l'Amérique du Sud, et donc là, voilà, on pique tout, mon argent, une partie de mes affaires. Tes raquettes, tout? Non, juste tout ce qui avait de la valeur, montre, argent, lecteur DVD, un ordinateur que j'avais, enfin, tu vois, tous les trucs qui avaient de la valeur. Et puis, on me dépose à 1 mètre de mon hôtel, dans la rue, comme ça. Et ils me disent, si tu dis, va trouver la police, on me tue, quoi. Et moi, je me souviens très bien, ce match-là que j'ai joué au premier tour, je pleurais sur le terrain et je me voyais avec, tu vois, un style, jouer avec un gilet pare-balles, quoi. Et là, forcément, tu vois, je peux pas jouer, tu vois, je suis en pleurs, j'ai juste envie de rentrer chez moi. Ouais. Et donc là, j'abandonne. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que j'abandonne. Et là, l'ATP me met une amende parce que j'abandonne sans raison. Oh la vache. J'abandonne sans raison, soi-disant pour eux. Il n'y a pas de raison médicale, je ne l'avais pas fait venir. Et je leur explique l'histoire. Hein. Ils disent, ouais, mais bon, on ne peut rien faire. Et là, j'ai vraiment gueulé. Et ils ont réussi à me mettre dans le premier vol pour rentrer. Parce que tu vois, c'était aussi l'époque où même les tickets d'avion, ce n'était pas comme maintenant, quoi. Tu n'avais pas toutes les destinations, tous les vols que tu voulais, quoi. Bon, après, il y avait un deuxième tournoi, je devais aller au Mexique. Et là, j'ai réussi, 2 jours après, être dans l'avion. Et je me souviens, quand je suis arrivé à l'aéroport à Amsterdam, j'étais là, je dis, oh putain. Et tellement, juste, tu vois, heureux d'être en vie. Et c'est pour ça que depuis, moi, je me tracasse, en gros, jamais de grand-chose. Parce que voilà, quand tu as des expériences comme ça, tu sais que voilà, ça te marque quand même toute ta vie, quoi. T'as mis du temps à t'en remettre ou t'as réussi à aller de l'avant, quoi? Tu mets quand même un peu de temps. Bon, après, justement, on en revient aux autres trucs. Et si tu vois, je veux bien expliquer maintenant avant que tu poses des questions, en fait, si tu veux. Mais, Sure. Ouais. donc, en fait, c'était style fin novembre. Ouais, c'est ça, fin novembre. Puis, je rentre. Donc, je te dis, j'étais 120 et c'est là que j'ai été jouer Chenaille en double avec Julien Boutin. Ouais. Et moi, Julien, en fait, je le connaissais. On a commencé le circuit ensemble. Lui, il avait fait des études avant, mais on avait commencé des satellites ensemble. Et lui, il était vraiment bon. Et moi, j'étais un peu moins fort que lui, mais tu vois, on s'entendait bien. Puis on arrive là, il me dit, tu veux qu'on joue le double ensemble? Je dis, oui, avec plaisir. Tu sais, lui, il jouait vraiment bien déjà à ce moment-là. Et en fait, moi, ce jour-là, pendant toute la semaine-là, je suis malade, mais comme un chien. Je suis sur antibiotiques, je saigne du nez en jouant. Et le mec, en fait, il a gagné le tournoi tout seul. Moi, j'ai juste mis quelques retours dans le terrain. Incroyable. Et donc, en fait, c'est lui qui m'a fait gagner ça, quoi. Et donc, et lui, en plus, non seulement j'ai gagné le double avec lui, mais en plus, il y a toujours des trucs que je retiendrai toujours qui m'a expliqué dans la gestion de ta carrière, de ton argent et tout. Et je te jure, c'est vraiment lui qui m'a appris énormément, quoi. C'était quoi ses conseils à Julien? C'était surtout, fais attention, c'est important ce que tu gagnes, mais surtout, c'est important comment tu le gères. Ça, c'était son premier truc. Et puis, deuxièmement, il m'a dit, Chris, si tu veux faire un truc sûr et qui te rendra libre plus tard et tranquille, tu fais de l'immobilier. Et donc, dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis investi dans l'immobilier, quoi. Et ce qui me permet aujourd'hui, de moins me tracasser, quoi. Ouais, mais c'est un type hyper intelligent, quoi. Hein. Et donc, il m'a fait gagner le double, il m'a donné des conseils. Puis, je me souviens encore, on volait ensemble pour aller en Australie. Et moi, mais j'étais mal, mais horrible. Mais c'était l'époque, tu vois. Donc, je joue Chenaille, j'arrive en Australie, mais je dois monter sur le terrain pour aller faire les qualifs, vu que j'étais 120e mondial. Ouais. Et là, je suis malade, mais je peux même pas jouer, quoi. Quasiment pas. Et j'ai de la chance, je joue un mec, une wildcard qui est 600e, puis un autre mauvais. Et puis, je suis plus malade. Et là, je commence à jouer le feu. Et c'est là que je fais 8e à l'Open d'Australie, quoi. Incroyable. Et c'est là que je me dis, tu vois, en l'espace de 2 mois de temps, tu crois que tu vas mourir, tu es au fond du trou. Et 2 mois plus tard, tu as gagné un grand prix en double. Tu fais 8e en Australie et j'arrive top 100, quoi. Et c'est pour ça que des fois, quand je me dis, oui, c'est difficile, mais on plonge vite, mais des fois, il se passe des trucs de dingue dans l'autre sens aussi, quoi. Ouais. Donc, c'est toujours de rester positif et voilà, de voir où tu peux aller. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est cette partie-là de ma carrière qui me laisse le plus de traces, en fait. C'est vraiment ce passage-là, quoi.
Donc, c'est ce huitième qui, évidemment, te fait rentrer dans le top 100, c'est ça? Ouais, C'est ton premier gros chèque aussi encaissé sur le circuit? ouais. Bah, à l'époque, on gagnait pas grand-chose, hein. Moi, je me souviens ce que j'ai gagné. Pour faire huitième, j'ai touché, je crois, 40 000 euros. Mais c'est ce que tu touches au premier tour maintenant. Ah oui, c'est incroyable. Mais oui, de toute façon, c'était pas ça. Enfin, c'était même pas ça. C'était même pas ça le but. Le but, c'était voilà. Moi, je me souvenais toujours d'où je venais. Tu vois, j'étais bon en Belgique, mais en fait, j'étais nul. Tout le monde m'avait dit, ben ouais, ça sert à rien que tu fasses le circuit et tout. Et puis à un moment donné, tu vois, tu te démerdes t'enchaînes les galères et tout. Et puis petit à petit, tu fais ton chemin. Et puis, tu atteins un truc où tout le monde t'avait dit que tu ne mettrais jamais les pieds, quoi. Incroyable. Donc, Tu prends une confiance en toi assez importante grâce à ce huitième de finale? même pas, parce que tu es tellement soulagé et content que tu as une grosse décompression. Et donc, après, pendant 2-3 ans, c'est des hauts et des bas. Après, voilà, tu te bagarres et j'ai su rester là. Puis après, je suis sorti du top 100. Puis après, ça a été mieux, quoi. C'est plutôt après. Mais il faut aussi le temps de digérer un peu quand même, tu vois. Ouais. Surtout, enfin, honnêtement, d'où je venais, quoi. C'est pas comme si ça avait été tout tracé non plus, tu vois. Est-ce que tu étais du genre un peu nerveux parfois sur le cours? Et si oui, est-ce que tu te souviens de ton plus gros pétage de plomb? Ouais, je me souviens de mon plus gros pétage de plomb, mais c'était pas tant sur le cours, c'était une fois que c'était fini. C'est un jour, je suis dans un challenger et je venais de changer de raquette pour essayer tu vois, je suis pas très puissant, donc une raquette qui faisait sortir la balle un peu plus vite. Ouais. Et je perds un match mais nullissime. Je suis sorti du terrain, j'ai pris toutes mes raquettes. Je devais avoir 6 raquettes, je crois qu'on avait tous 6 raquettes à ce moment-là, et j'ai tout cassé. J'en avais plus une. Et j'ai dit, tant pis, je rejoue avec mes anciennes, quoi. C'était où? Mais sinon, c'était un tournoi, un challenger en Tchéquie. Okay. Donc, au fin fond de la Tchéquie. Là, je me souviens, voilà, je suis rentré, j'avais plus de raquettes. Ton coup le plus naturel, c'est lequel? Mon coup le plus naturel, je sais pas, j'aurais tendance à dire non, alors pour le coup, l'amorti, c'est ce que je fais, les yeux fermés, les coups en touché, on va dire, quoi, amorti ou volet amorti. Et ça a toujours été ton arme, l'amorti? Toujours. J'avais 12 ans en Belgique, je gagnais. Tu vois, j'étais quand même. En fait, je dis j'étais pas bon, mais j'étais quand même meilleur belge, tu vois. Mais je jouais complètement différemment. Et en fait, moi, je faisais que des amortis. Et tous les parents, les jeunes, ils disaient mais putain, c'est pas du tennis qu'il fait lui, tu vois. Et mon père, il répondait toujours. Il dit enfin, en quoi c'est pas du tennis, quoi. Bah ouais. Et c'est pour ça quand moi je vois des Kyrgios ou des pères ou tout ça. Enfin, je veux dire, le tennis, c'est ça. Le tennis, c'est pas juste être une machine. Frapper coup droit revers. Hein. Le tennis, c'est tous les coups possibles. Hein. Il n'y a pas de. Tu te régales à voir Kyrgios et Ben ouais, parce que c'est autre chose. Parce que c'est autre chose. Après, je dis pas que je me régale toujours quand je les vois jouer, mais je veux dire, je trouve que le tennis, voilà, c'est une multitude de coups, quoi. Donc, si tu me demandes si je préfère voir Federer ou Djokovic, je préfère 10 fois regarder jouer Federer. Djokovic, tu vois une machine, alors que de l'autre côté, tu as des joueurs, voilà, que s'il passe Federer, enfin, c'est beau, quoi. Tu vois, c'est élégant, c'est varié, il y a tout, quoi. Donc, moi, je reste partisan. Moi, c'est ce que j'aimais de ma génération, c'est que tous les gars de notre époque, on avait tous de la main, on avait tous une finesse, quoi, que tu trouves plus beaucoup. Voilà, tu trouves encore aujourd'hui, mais il y en a de moins en moins, quoi. Mais c'est l'évolution du jeu. C'est comme ça. Les mecs sont de plus en plus physiques. Ça fait partie du truc. Ouais. Comment tu as fait évoluer ton niveau de jeu pour t'installer dans les 100? Ça a été quoi la prise de conscience ou le déclic? C'était de jouer d'une manière assez atypique. Parce qu'en fait, pour revenir juste, tu vois, tu as dit que donc, quand je me qualifie en Australie, moi, j'ai 20 ans, mais tu vois, personne ne me connaît. Je joue Costa, qui est 15e mondial. Et en fait, c'est même moi, je jouais juste instinctivement. Et c'est même lui, après le match, il est venu me trouver. Il a dit, mais putain, je n'ai jamais joué quelqu'un qui ne jouait que long de ligne comme toi. Et en fait, c'est vrai, j'avais même pas de fond de jeu, tu vois. Je jouais juste instinctivement, mais on va dire un peu plus, pas avec le même jeu, mais comme un père ou un Kyrgios, tu fais des coups. Mais en fait, ça veut dire que les autres, ils peuvent jamais se régler non plus sur ton jeu. Ouais. Puisque c'est toujours surprenant. C'est pas, je vais là. Tu vois, tu surprends les gars, quoi. Je veux dire, et moi, je me suis toujours dit, ben voilà, mon fond de jeu, ce sera ça. Après, comme j'étais pas puissant, j'avais deux trucs. J'étais obligé de jouer de manière un peu surprenante et obligé de prendre la balle très tôt, quoi. Je pouvais pas commencer à me mettre derrière et à courir, à essayer juste de tenir la balle, parce qu'en plus, j'avais pas le physique et j'avais pas le mental non plus
pour me battre, tu vois, juste surtout, moi, j'avais besoin de créativité, j'avais besoin. Moi, tu vois, j'étais la génération de Grosjean, tu vois. Ouais. Et les premiers satellites, je les ai faits. Ben voilà, Grosjean, il était là, c'est lui qui le gagne et tout. Et ben, je regardais aussi comment lui jouait parce que lui, il était fort, tu vois. Lui, on voyait qu'il allait être très fort. Et tu vois, je me suis plus inspiré un peu de gars comme ça, quoi. Seb, est-ce que ta taille, ça te posait problème mentalement? Tu disais, putain, les mecs sont tous moins grands qu'aujourd'hui, mais quand même. Est-ce que t'en souffrais ou tu l'assumais pleinement? Ah non, 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 parce que quand t'es petit depuis que t'es tout petit. C'est complètement con, mais c'est ça. Et donc, en fait, plus tu grandis, moins ça te fait quelque chose, quoi. Okay. Moins ça te fait quelque chose. Là, je regardais une interview de Schwarzman qui disait, il expliquait par où il est passé, ce qu'on lui disait et où il est aujourd'hui. Ben, sa taille, il s'en fout d'être petit maintenant, tu vois. Et c'est exactement ça. Après, c'est sûr que c'était dur, mais de l'autre côté, ça te forge une intelligence de jeu, ça te forge un caractère. Et ça, voilà, j'aurais fait 1m90, j'aurais pas eu besoin de ça et j'aurais pas eu la réflexion que j'ai aujourd'hui et j'aurais pas analysé le jeu comme je l'ai analysé, quoi. Donc, et puis de toute façon, il faut même pas se poser la question, on est comme on est. Le grand, lourd, puissant, ben, il va jouer avec ses armes. Le petit, il va jouer avec ses armes. Le moyen, ben, il a peut-être un peu plus de possibilités pour faire un peu tout. Mais voilà, la clé, c'est de chacun jouer juste avec ce qu'il a, quoi. Si tu veux être fort, c'est le premier truc, hein. Qu'est-ce que tu penses de Diego Schwartzman, du coup? C'est monstrueux ce qu'il fait. Ah ben, moi, j'adore. Enfin, voilà, mais j'adore parce que c'est un tennis positif, c'est créatif à mort, c'est un des mecs les plus adroits du circuit. Enfin, c'est juste dingue ce qu'il fait, quoi. Ouais. C'est juste complètement dingue. Surtout vraiment à l'époque où là, il joue que des monstres, quoi. Parce qu'à la limite, tu vois, à nous, à notre époque, avec Grosjean, Clément, tout ça, tu avais des monstres, mais tu vois, les Moya, les Marat Safin, tu vois, il n'y avait pas que ça, quoi. Tandis que maintenant, je veux dire, des Marat Safin, enfin, l'équivalent de ça, il n'y a plus que ça, quoi. Ouais. Et là, tu te dis. Par contre, l'autre côté, la chance, c'est que nous, à notre époque, on était tous un peu adroits. Donc, tu vois, tu jouais un mec qui jouait en finesse et tout le monde s'est débrouillé. Maintenant, tu as un mec qui a un jeu un peu atypique, on va dire un Benoît Paire, quand il fait une amortie, presque contre tous les joueurs, il gagne les points, tu vois, parce que c'est le plus adroit dans ce secteur-là. Moi, je me souviens, la dernière année où j'ai joué 3 fois Benoît, ben, tu gagnais plus de points que lui sur ses amortis, tu vois. Ouais. Et le tennis, c'est un peu changé. Donc, il y a quand même encore un créneau pour ces gars, un peu style Schwartzman, qui jouent hyper intelligemment, vif, parce que beaucoup sont relativement, tu vois, un peu plus maladroits que par le passé, quoi. Tu l'as battu, Benoît? Donc, il y a encore… ouais, on faisait toujours des matchs de dingue, mais ouais. Mais il devenait fou, hein. Moi, il me faisait rire. Même si sur le terrain, des fois, il exagérait. C'est vrai, en dehors, c'est vraiment pas un mauvais gars, quoi. Et voilà. Mais oui, tu savais qu'il pouvait péter les plombs, tu savais qu'il pouvait être scandaleux. On leur demande… Voilà, les gens, des fois, ils se rendent pas compte de la difficulté de ce sport, quoi. On est tout seul à se battre, on passe par 10 000 émotions, il faut se bouger tous les jours. Moi, j'aime pas comparer, mais tu vois, le joueur de foot, une fois qu'il est fort, il est fort. Il a signé son contrat, même s'il est blessé, il joue un peu, il est bon, quoi. Le joueur de tennis, jour après jour, il doit recommencer. Et s'il n'a pas envie, il sera nul. Si demain, Nadal, il n'a pas envie, il sera nul. On l'a bien vu avec Djoko quand il était dans le trou, ça ressemblait plus à rien. Donc, même les meilleurs du monde, ils doivent se remettre en question chaque jour et recommencer. Alors, t'imagines quand t'es pas dans les meilleurs du monde et que c'est des fois encore plus compliqué. Je veux dire, moi, je suis beaucoup plus intransigeant, indulgent avec ces gars-là parce que quand tu sais ce qu'il faut pour arriver là, c'est vraiment chaud, quoi. C'est vraiment chaud. À quel moment ton frère est arrivé? Toi, t'avais quel âge? Et est-ce qu'il te sollicitait pas mal pour prendre des conseils sur l'évolution de sa carrière, quoi? Alors, le truc que j'ai fait par rapport à mon frère et Steve Darcy, c'est que en fait, bon, moi j'étais top 100, mais je m'entraînais avec eux, tu vois. Moi j'avais 20 ans, et mon frère avait peut-être 18, Steve il avait 16, et en fait je jouais pas beaucoup mieux qu'eux à l'entraînement, quoi. Et en fait tous les deux, c'est en jouant avec moi qu'ils se sont dit mais merde, si lui il est top 100, nous aussi on va être top 100, quoi. Et c'est ça que je trouvais ça génial. Et c'est vrai que je disais à Steve, mais
enfin, te tracasse pas. Enfin, si toi, t'es pas top 100, je veux dire, ils me mettaient des branlées à l'entraînement. Il y avait aucune raison, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, voilà. Donc, c'est en s'entraînant ensemble qu'eux ont vraiment, voilà, ils se sont dit, parce qu'à l'époque, en Belgique, il y avait pas, en tout cas, en Wallonie, il y avait eu presque personne. Hein. D'accord. Il y avait eu Boileau dans les années 60-70, mais après, il y avait rien eu, quoi. Donc, j'étais presque un des premiers à arriver top 100 en Wallonie, tu vois. Un pionnier. Et donc, on n'avait pas de point de repère. Et donc, le seul point de repère qu'ils avaient, c'est lui. Ah ben, il est top 100 en jouant que comme ça. Et donc, ça leur a donné confiance, quoi. Olivier, quand il était sur les satellites futurs, il t'appelait un peu pour chercher du réconfort de temps en temps? Non, parce que mon frère, comme il était meilleur, il était beaucoup plus encadré, tu vois. Moi, je t'ai dit, j'avais une petite bourse et de temps en temps, j'avais une semaine un coach. Mais mon frère, il avait un coach avec lui tout le temps et tout était payé et tout. Donc, il était beaucoup plus encadré. Et lui, il a eu du mal. Mon frère, il a eu du mal 4 mois, quoi. Et puis, dans la même année, et ça, c'est rarissime aussi, il a gagné Futur, Challenger, Grand Prix. Donc, il a commencé l'année probablement 800 et il a fini l'année top 100, quoi. Incroyable. Solide. Et ça, c'est réservé au. Ouais, c'est réservé presque au génie, ça, tu vois. Surtout en faisant tous les échelons, quoi. Après, voilà, mon frère, c'est hyper fort, mais là, pour le coup, sa taille a quand même, ça a développé plein de qualités, mais voilà, il aurait fait quelques centimètres de plus, il aurait été encore probablement beaucoup plus fort, mais voilà, c'est comme ça, on change pas, quoi. Mais là, 1m66, c'était petit quand même, tu vois. Donc, Dis-moi, comment c'était d'aller en Inde fin des années 90, début 2000, quand on sait, même aujourd'hui, si on va en Inde, on trouve ça très pauvre. Attends une seconde. Elena, il y a quelqu'un qui a sonné en bas. C'est le facteur. Vas-y. Allez, un de vous deux, s'il vous plaît. Je suis occupé. Merci. Aujourd'hui, si on va en Inde, on trouve ça très pauvre. Alors, dans les années 2000, comment c'était à cette époque-là? C'était irréel. Mais je pense que c'est pas plus irréel que maintenant, en fait. Parce que déjà, pour nous, l'organisation du tournoi, l'hôtel et tout, c'était en fait vraiment magnifique. Et tu n'avais pas l'impression. Par contre, c'est quand on allait se balader qu'on disait, mais on n'avait jamais vu ça. Tu vois des gens qui meurent dans la rue, tu vois des vaches dans les maisons. Donc, c'était… Il demande si tu vas bouger l'auto. Ouais, donc tu me disais, l'Inde, c'était la folie à cette époque-là, mais pas plus qu'aujourd'hui. Non, c'est ça, parce que j'y suis plus allé, mais quand tu vois les trucs, le contraste était juste irréel. Mais pour nous, les gens étaient tellement gentils, ils étaient tellement contents qu'on soit là que franchement, le tournoi, tu avais l'impression d'être un roi, quoi. Donc, et il y avait tout le confort, tout ce qu'il fallait, quoi. Donc, franchement, mais c'est sûr que ouais, la vie en dehors, ça faisait peur, quoi. Est-ce que tu prenais le temps de visiter un peu les environs des tournois quand tu avais le temps? Bon, forcément, on ne sait pas être des vrais touristes. Mais voilà, comme tu dis, moi par exemple, ce que j'adorais, c'était aller me balader dans les villes. Donc j'allais marcher des heures et des heures. Ça, j'aimais bien. Après, si vraiment il y avait des trucs à voir, j'allais. Et puis l'autre moyen de découvrir, c'est que souvent, s'il y avait moyen de jouer au golf, j'allais jouer au golf. Donc ça te permet de voir d'autres endroits. Mais oui, j'allais pas aller dans une belle ville pour pas aller voir la ville, tu vois. Non, je faisais pas, quoi. À quel moment tu as eu ton premier sponsor et est-ce que tu as eu un agent par la suite? Non. J'ai jamais eu d'agent et le premier sponsor que j'ai eu où il me payait, c'est quand je suis arrivé top 100. J'ai eu Taquini, j'ai eu Dunlop à ce moment-là. Mais voilà, tu vois, les sponsors pour des joueurs comme moi, ça veut dire que ça représente rien, quoi. C'est quelques milliers d'euros par an. Mais j'ai jamais eu d'agent, non, parce que si je devais négocier des interclubs ou des primes sur certains tournois et tout ça, je le faisais moi-même. Et puis 2, l'agent, voilà, il n'aurait pas eu grand-chose à gagner non plus. Ouais. Parce que c'est ça, quand on parle de tout ce milieu-là, on parle ou des superstars ou des gens très, très particuliers qui font vendre. Mais sinon, tous les autres, tu demandes à un Tchèque qui est 60e mondial, il va te dire, qu'est-ce que je ferais avec un agent, tu vois. Lucas Dlouhy, par exemple? Ouais, mais voilà, c'est ça. Donc, tu vois, pour plein de gars, de toute façon, on ne peut pas compter là-dessus, tu vois. On peut juste compter sur l'argent qu'on va gagner en gagnant des matchs, c'est tout. Hein. Donc, pendant toute ta carrière, tu as tout le temps réservé tes billets d'avion, ton hôtel, tout? Tout moi-même. Mais moi, j'aimais bien. Moi, ça faisait partie du truc.
sais, il y a plein de joueurs. Enfin, si je compare un peu avec mon frère, tu vois, il a toujours eu un entraîneur ou la fédé qui réservait pour lui les hôtels, les trucs. Moi, c'est moi qui envoyais des emails pour mes pick-up, qui réservait mes avions. Enfin, j'aimais même bien ça. Ça prenait un peu de temps. Et puis, ça permet de voir un peu ton métier autrement, quoi. Ouais. Et puis, c'est pas si dur, franchement. C'est des emails, quelques coups de fil. Enfin, à l'époque, c'était beaucoup avec les emails. Donc, mais moi, j'aimais bien parce que c'est long, sinon, tu vois. Si c'est juste taper 2-3 heures sur ta balle et faire tes étirements et faire ton kiné, les journées, elles sont longues, quoi. Est-ce que tu étais du genre à lire entre deux ou comment tu t'occupais, toi? Non, je lisais pas beaucoup. Non, ça vraiment pas. Donc moi, j'ai joué énormément au backgammon. Moi, j'ai joué des milliards d'heures de backgammon. Avec la passe, même encore maintenant, quand on se voit, ce qu'on va faire, on va prendre une bière et on va commencer à jouer au backgammon. Voilà. Exactement. Est-ce que si Airbnb avait existé à l'époque, tu aurais plus loué des apparts qu'aller à l'hôtel ou l'hôtel, c'était un confort plus pratique? Non, moi, dès qu'on pouvait, parce qu'à l'époque, il y avait plein de tournois. Enfin, je pense qu'à mon avis, ça fonctionne encore maintenant, où tu vois, plutôt, ils te disent pas où tu vas, ils te donnent un montant par jour. Et moi, dès que je pouvais, j'allais dans des apparts. J'allais dans des apparts ou si je connaissais des gens, j'allais dans les apparts des gens. Je préférais 10 fois ce côté convivial, quoi. Ouais. Moi, je me souviens, Morgan Menahem, qui est agent, c'est un ami, donc on se connaissait un peu. Quand j'allais à Miami, j'allais dormir chez lui. Mais Ouais. tu vois, ma journée, j'avais 1 heure de lit. Je me souviens, j'avais repeint son appart avec lui, tu vois. Moi, je faisais un tournoi, mais je repeignais l'appart avec lui. Échauffement. Non, mais moi, voilà, j'ai jamais vu non plus le tennis comme l'unique activité de ma vie non plus, quoi. Je veux dire, j'avais envie de m'ouvrir et puis je me sentais mieux comme ça. Moi, si j'avais que le tennis, ça m'angoissait, ça me stressait. J'avais besoin que mon cerveau, tu vois, s'évade un peu. Et de l'autre côté, à un moment donné, tu vois, j'aurais bien voulu étudier, mais tu peux pas. En fait, ce qui est très difficile, c'est que tu as du temps libre, mais tu dois le garder aussi pour être prêt pour quand tu joues. Donc, si tu commences à étudier des heures tous les jours, ton influx nerveux, il va partir là-dedans. Et alors, tu l'as plus quand tu joues. Et c'est pour ça que les joueurs de tennis, qu'est-ce qu'ils font énormément? Tout le monde fait énormément de siestes, tout le monde se repose beaucoup, tout le monde dort beaucoup, parce que c'est indispensable. Je veux dire, tous les jours, on recommence. Et donc, commencer à se dire, ouais, je vais vraiment étudier des cursus ou tout ça à côté, c'est pas si évident. Est-ce que tu as joué ton frère en simple sur le circuit? Ouais, on s'est joué 2 fois seulement, c'est pas beaucoup. Et on alors? s'est joué une fois à Wimbledon, mais il a gagné les 2 fois. On s'est joué une fois à Palerme en demi-finale. Ouais. C'est le premier Grand Prix qu'il gagne, c'était le premier Grand Prix qu'il jouait. Et puis on s'est joué une fois au premier tour à Wimbledon. T'arrivais à faire la part des choses un peu? Moins que lui. Mais je t'ai dit, lui, c'était plus. Lui, c'était vraiment plus un compétiteur et moi, plus un joueur, quoi. Mais il fallait que ça compte. C'est-à-dire que moi, je jouais pour jouer. Tu vois, si je joue au backgammon avec la passe, on ne va pas jouer comme ça, quoi. Je veux dire, forcément, on va jouer des sous, on va jouer quelque chose pour mettre un peu d'enjeu. Mais c'est avant tout jouer, quoi. Moi, c'est jouer. Et mon frère, c'était gagner, quoi. Donc, Comment tu le voyais sur le circuit? Tu l'admirais un peu ou ça restait ton frère et pas de… Non, mes parents, quand j'étais jeune, nous ont toujours, enfin, surtout ma mère, nous a toujours beaucoup comparé. Donc, elle mettait une forme, tu vois, de tension entre nous, Ouais. qu'on n'a jamais eu parce que moi, j'ai toujours fait la part des choses. Je me suis toujours dit, voilà, il est plus fort que moi, mais moi, je vais faire ma vie. Mais ça a créé l'autre truc. Donc, j'ai jamais été envieux, jaloux, ni d'agressivité par rapport à lui. Mais ça a créé par moments aussi une forme de distance quand même, tu vois. Okay. J'étais pas toujours là pour lui non plus parce que c'était ma vie, c'était à moi aussi, tu vois. Au même titre que j'étais pas jaloux, que j'avais rien envers lui, que j'étais super content qu'il réussisse. Ben des fois, je prenais mes distances et je m'occupais juste de moi aussi, quoi. Parce que c'est ça aussi une des difficultés de ce sport, c'est qu'en fait, à l'arrivée, on est tout seul, hein, donc on a beau faire copain. Je veux dire, c'est comique là, on voit tous les Nadal, Federer qui discutent entre eux et tout. Je suis pas sûr qu'ils l'aient fait des milliards de fois non plus, tu vois. Je pense pas qu'ils aient fait beaucoup de restos ensemble, quoi. Ouais. Voilà, c'est la difficulté, mais je trouve que justement chez les hommes, en tout cas, c'est vachement bien parce que tu as quand même des gens avec qui tu es proche, mais tout en gardant ce côté individualiste, un peu égoïste parce que tu dois t'occuper de toi, pas de l'autre. Mais je trouve que ça tourne bien et que globalement, moi, on dit toujours sur le circuit, il y a plein de sales gars et tout. Ben, non, moi, honnêtement, sur
10 ans dans le top 100, jouer tous les plus gros tournois, j'ai vu peu d'incidents. Si, il y a des mecs pas trop aimés, mais l'ambiance générale a toujours été relativement cool. C'était lesquels, les gars un peu en marge à ton époque? Les gars qui étaient détestés, c'était un peu les Berdych, Stepanek, l'Autrichien Kollerer. Voilà, c'était les quelques gars qui se mettaient beaucoup de monde à dos quand même, quoi. Mais est-ce que tu peux nous raconter ta première sélection en Coupe Davis que tu as ressentie? écoute, j'étais un peu sur le cul, je dois dire, parce que j'avais 19 ans et ma première sélection, c'est on jouait la Suisse avec Marc Rosset et Federer. Mais ouais, moi, j'avais 19, donc Federer, il avait 17 peut-être 18. Et moi, j'arrive là de nulle part et j'étais peut-être 150 mondial. Donc, moi, dans mon équipe, il y avait Van Gars, Mali, c'est eux qui jouent le simple. Et puis, moi, je jouais le double avec Philippe de Wulf. Ouais. Et Philippe de Wulf, tu vois, dans ma tête, c'était un grand joueur, tu vois. Et moi, je me souviens, j'avais 19 ans et c'est moi qui ai dû mener tout le double, qui ai dû le pousser tout le double, quoi. Arrête de pleurer, allez, on y va. Et moi, je suis là, première fois dans l'équipe et c'est moi qui dois pousser le gars, quoi. Et là, tu te dis, tiens, il y a quelque chose d'étonnant, quoi. Vous aviez fait quoi? Bon, on avait battu la Suisse. Et après, on avait joué la France en demi-finale à Pau. C'était quelle équipe à cette époque-là? La France, c'était Pioline Santoro sur. Je me demande s'il n'y avait pas deux lettres. Et puis, quatrième, je ne sais plus. Et c'était Pioline Santoro qui était. Pioline était 4-5e mondial, tu vois. Pioline Santoro, c'était une des meilleures équipes au monde du double. Donc, non, c'était. Mais pour le coup, tu vois, quand tu arrives dans un truc, en fait, tu es tellement insouciant, tu sais pas, quoi, tu vois. Donc, tu te laisses porter, tu te laisses vivre, c'est gai, quoi. Parce que, tu vois, on dit souvent, avec le temps, l'expérience aide beaucoup. Et moi, en fait, je trouve que ce qui aide le plus, c'est l'insouciance. Et je trouve que c'est pour ça qu'on voit plein de jeunes à 18, 19 ans qui jouent très bien. Et puis, à 22 ans, tu dis, mais ils sont partis où? Ben non, ils ont juste perdu leur insouciance. Ils se mettent à réfléchir. Et il n'y a rien à faire. Une fois que tu réfléchis plus. Mais si tu regardes Federer sur les dernières années, il a quand même raté des opportunités de gagner Wim ou tout ça qu'il n'aurait pas raté avant. Je veux dire, avant, tu lui laissais 2 balles de match sur son service, même contre Djoko sur le gazon. Jamais il les perdait, tu vois. Mais là, même lui, tu vois, avec son expérience, ouais, mais c'est un grand chelem de plus, j'aurais plus beaucoup d'opportunités. Et ça joue dans ta tête, quoi. Alors que l'insouciance, c'est fabuleux. Tu penses à rien, quoi. Tu joues, tu es là, et comme par hasard, tout se met naturellement, spontanément, quoi. Quel kiff. Je crois qu'il y a eu une rencontre un peu incroyable de Coupe Davis en Italie. Tu as fait un match contre Davide Sanguinetti. Tu peux nous le raconter? Ouais, ça c'était pour nous, c'était une rencontre de dingue parce qu'on était à l'époque où, franchement, la Coupe Davis, c'était plus que c'était là, quoi. C'est-à-dire que chaque pays jouait avec leurs meilleurs joueurs du monde, quoi. Donc, nous, on jouait la France avec Grosjean, Clément 6-10. On jouait les États-Unis, tu jouais Roddick Blake 2-4. On jouait l'Espagne, Moya, Ferrero 3-6. Enfin, on jouait que des top 10, quoi. Donc, nous, avec notre équipe, on était tous des joueurs entre 50 et 100. On n'avait aucune chance. Donc, on faisait l'ascenseur. Et là, c'était la première rencontre où, en fait, on l'a gagné à 2 avec mon frère, quoi. Mon frère gagne un simple, je gagne le double et je gagne le simple décisif, quoi. Et donc, là, pour le coup, c'est des souvenirs incroyables parce que là, c'est vraiment, enfin, tu vois, au-delà du pays, enfin, c'est carrément, enfin, tu vois, notre famille, tu vois. Et ça, c'est des moments. C'est pour ça que la Coupe Davis, c'est fabuleux parce que c'est les seuls moments que tu partages vraiment avec les autres, quoi. Et quand tu gagnes en partageant avec les autres, enfin, y a rien à faire, c'est démultiplié, quoi. On dit toujours avec les autres potes du tennis, c'est gai de gagner dans le moment, dans le stade, dans le club et tout, et puis tu te retrouves tout seul le soir dans ta chambre. C'est comme si tu n'avais presque plus rien fait. Tu es encore content, mais tu vois, ça tombe vite, quoi. Alors que quand tu partages avec les autres, c'est incroyable, quoi. Sanguinetti, c'est quoi? 4-7, 5-7? Ouais, c'est 5-7, mais là, tu vois, c'est des erreurs de… Je me souviens encore, je mène 2-7-0, j'ai balle de match, et là, je veux faire des beaux points pour finir, et puis je me retrouve à gagner 18 au 5e, quoi. Et là, tu te dis, putain, c'est vraiment 8-6 au 5e, quoi. Il était vraiment un crétin, quoi. Vous avez fait la victoire un peu? Ouais, après, tu sais, quand tu gagnes 8-6 au 5e, tu n'as plus beaucoup d'énergie après, mais ouais, en tout cas, la joie partagée en équipe, ça reste… C'est pour ça que
moi, j'avais un caractère pour faire un sport individuel, mais de l'autre côté, partager avec d'autres, c'est fabuleux, quoi. C'est juste que sportivement, dépendre des autres, quand tu es un caractère individualiste, c'est pas si facile, tu vois, d'être dépendant d'un choix du capitaine où tu fais ci, tu fais ça, tu joues pas. Là, tu t'entraînes comme ça. L'avantage du tennis, c'est que voilà, on est libre, hein, on est indépendant, on fait comme on le sent, quoi. Sur les 35 tableaux finaux de Grand Chelem auxquels tu as participé, il y a eu beaucoup de premiers tours. Comment tu le vivais de souvent échouer d'entrée? Alors, ce qui s'est passé, et c'est de ma faute, et on a mis des années à s'en rendre compte, c'est pas que j'aimais pas jouer en 5-7, c'est que en fait, j'avais souvent des problèmes récurrents de crampes au mollet, et on a fait tous des tests et tout, et on comprenait pas. Et j'ai compris que très tard, c'était quoi mon problème. Et en fait, j'ai syndrome des loges, c'est mon artère qui se resserre. Et donc, une fois que je fais avec la fatigue, l'effort, ben, j'ai plus de sang, j'ai plus d'afflux sanguin dans mon mollet. Et en fait, on aurait dû ouvrir ces artères-là pour laisser. Et j'ai su ça beaucoup trop tard. Et ce qui se passait quand je commençais à 5-7, c'est que je me mettais une pression de cinglé pour gagner le match le plus vite possible, quoi. Et j'ai perdu des matchs. J'ai perdu contre Clément en Coupe Davis en menant 2-7-0. J'ai perdu contre Tipsarevic en menant 2-7-0. J'ai quand même gagné des matchs en 5-7. Hein. Mais je veux dire, je me suis mis dans des situations où j'ai perdu des matchs juste parce que j'avais ce problème physique. Et quand je m'entraînais 2 heures, 2 heures et demie, ça se voyait pas trop, tu vois. Ouais. Mais, et à la fin, on l'a su. Donc, à la fin, ce que je devais faire, c'est mettre des poches de glace tout le temps. Et c'était mieux, en fait. Quand je fais le 3e tour à Roland, je bats Santoro en 4-7, Clément en 4-7. Et là, j'ai plus de problème de crampes. Mais c'est horrible parce qu'à chaque changement de côté, je devais me masser de la glace sur les mollets et tout pour que tu vois qu'il y a un afflux sanguin un peu plus violent pour être sûr que ça continue de drainer bien mon muscle, quoi. Ah ouais. Et c'est chiant parce qu'on a tout essayé avec mes médecins et préparateurs physiques et c'est un jour un médecin qui a dit écoute, je pense que c'est ça. Il dit c'est la dernière possibilité, quoi. Et bon, à ce moment-là, j'avais 29 ans. J'ai dit ok, laisse tomber. Et c'est chiant parce qu'en fait, l'avantage du 5-7 de l'autre côté, c'est que tu peux retrouver dans certains moments ton insouciance quand tu as la fatigue et tout, quoi. Ouais. Et j'ai gagné quelques matchs en 5-7. J'ai battu Johansson en étant mené 2-7-0 à Roland. J'ai gagné en 5-7. J'ai battu Gimelstob en Australie. J'étais mené 2-7-0, 3-0, 0-40. Parce que j'avais ce côté où, quand tu es dos au mur, j'étais capable de tenter des coups incroyables. Donc, en fait, j'avais ce bon côté-là, mais physiquement, ça m'a coûté trop cher, quoi. Et d'ailleurs, une année, c'est pour ça que j'ai arrêté la Coupe Davis 1 an. Parce que j'ai perdu contre Tipsarevic. On jouait Tipsarevic-Djokovic à ce moment-là en Serbie. Et je perds alors que j'ai tout en main, quoi. Et je perds que physiquement. Et là, je me suis dit, merde, je veux plus faire ça à l'équipe, quoi. Donc, je me suis retiré en me disant, voilà, je veux plus que ça m'arrive, quoi. Ouais. Je peux pas foutre l'équipe dans la merde comme ça. Tout le monde m'a dit, ouais, tu lâches l'équipe. Ben, je dis non, c'est juste que, voilà, je veux plus vivre ça. Je veux plus vivre ça ni pour moi, ni pour vous, quoi. Ouais. Quel a été ton plus gros frisson sur un court, la plus belle ambiance que tu as vécue? Est-ce qu'il est possible de baisser un peu la télé parce qu'avec le son… Arthur, diminue un peu le volume, s'il te plaît. Merci. Merci. Alors, un des matchs que je me souviens le plus, c'était le dernier US Open de Rafter. Et en fait, je joue contre lui au 2e tour sur le central, quoi. Et le mec, il avait déjà gagné 2 fois l'US Open et c'était son dernier tournoi, quoi. Et là, je me souviens, tu vois, c'était magnifique, quoi. Rafter, à ce moment-là, il était plus 2e mondial, mais bon, je sais pas ce qu'il était, 10, 15. Et voilà, et plus c'était un tellement beau joueur, quoi. Le mec, c'était un gentleman, c'était un beau jeu et tout. Et ça fait partie, voilà, des moments où je me dis, tiens, c'était des beaux moments parce que tu vois le stade de Flushing. C'est un truc de dingue contre un grand joueur. Et c'est vrai que ces moments-là, tu t'en souviens, quoi. Tu avais fait quoi? J'avais pris 3-7, mais 7-5, 6-2, 6-3, un truc comme ça. Mais j'avais servi pour le 7 au premier. Mais après, voilà. Après, en plus, moi, c'est partie des joueurs que j'aimais bien parce qu'il était élégant, quoi. Tu vois. Moi, j'ai toujours bien aimé les mecs qui montaient à la volée, qui avaient un beau jeu, pas juste bourrés comme des ânes, quoi. Donc, tu faisais de la prépa mentale avec un coach? J'ai fait un peu avec un sophrologue à un moment donné. Mais en discutant beaucoup, je me suis toujours dit, allez, ton premier coach, c'est toi-même, quoi. Et donc, je me faisais mon self-coaching, entre guillemets, quoi. Et je discutais beaucoup avec les gens.
Donc, tu vois, tu me disais qu'est-ce que tu faisais beaucoup entre les entraînements et trucs. Moi, j'avais quelques mecs avec qui j'adorais discuter, quelques entraîneurs avec qui j'adorais discuter. Et je me souviens de réunions, enfin de discussions que j'ai eues, par exemple, avec Thierry Tulane. Je peux pas sortir ce qu'il me disait parce que ça se dirait même pas, tu vois, mais c'est des trucs que j'ai gardé toute ma vie, quoi. Ouais. Je vais pas te donner les détails, mais il m'a dit qu'on regardait justement Grosjean jouer en satellite, mais Grosjean avait été champion du monde junior, je crois, ou je sais pas quoi, et donc on avait 18 ans, moi aussi. Et il me dit, il y a aucun mauvais objectif. Tant que ça te fait te lever le matin et aller bosser et donner ton meilleur, tout est bon. Que ce soit les femmes, le pognon, enfin la popularité, n'importe quoi, ta tranquillité, on s'en fout. Tout peut être bon. Tout peut être bon. Tant que ça te drive le matin pour y aller. Et ça, je m'en souviens toujours. Même après, moi, on me disait pourquoi tu joues? Et moi, j'étais jeune, tu vois, et je disais non, moi, je veux avoir ma maison, je veux avoir ma sécurité pour mes enfants. Donc, moi, gagner de l'argent, c'est important. Et tout le monde me disait, tu peux pas jouer pour ça. Je disais, bien sûr que si, je peux, puisque c'est ça qui me donne l'envie. Et moi, j'ai vu des potes, ils me disaient, moi, ce que je rêve, je ne joue que pour jouer les grands tournois contre des grands joueurs. Ben ouais, c'est un autre objectif. Mais je veux dire, il faut quelque chose qui te motive. Et peu importe ce que c'est, tant que ça te booste, c'est bon, quoi. Et c'est ce que je dis à tous les jeunes, je dis le truc, il vous faut quelque chose qui vous fasse sortir de votre zone de confort, quoi. Et des fois on trouve pas, mais il n'y a pas de mauvaise raison, en fait. Tellement bien vu. T'as joué combien de temps sur le circuit en étant papa? En étant papa, j'ai joué. Écoute, j'ai mes enfants assez tard, donc j'ai peut-être joué 3-4 ans avec. Ouais, c'est ça. Ma fille est venue sur quelques tournois, elle comprenait un petit peu, et mon fils, il était tout bébé, quoi. Et donc, sur les 3-4 dernières années, c'était vraiment ta motivation de mettre ta famille un peu à l'abri et de faire le job dans ce sens. Ouais, en fait, sur mes dernières années, j'avais déjà accompli ce que je voulais. Donc, je les avais déjà mis à l'abri. Et à un moment donné, j'ai eu un coup de mou parce que je me suis dit, voilà, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire, ce que j'avais envie de faire, tu vois. Et puis, à un moment donné, j'étais là et mes enfants étaient petits. Et là, j'étais descendu 200e, mais c'est vraiment moi qui me suis laissé descendre. Hein. C'est pas… J'ai eu un problème, j'ai eu une déchirure aux côtes à un mauvais moment, donc j'ai perdu 2-3 mois et ça, voilà, où j'avais un peu de points et tout, mais après c'est moi qui ai laissé filer. Et puis par contre là, je me suis dit maintenant je veux revenir, je veux faire ce dernier effort-là pour mes enfants et pour me prouver que voilà que je suis capable de le faire, quoi. Et en 6 mois, je suis revenu top 100, j'ai refait 2 années dans les 100. Et puis après, j'ai dit voilà, c'était bon. Après, tu vois, mes 2 enfants étaient à la maison. Je m'étais prouvé tout ce que j'étais capable de faire et je trouvais que c'était bien comme ça et je trouvais que c'était voilà, le temps maintenant de consacrer un peu à ma famille, quoi. Et puis c'était à l'époque où tu vois quand tu avais 32 ans, tu jouais déjà depuis quand même longtemps, quoi. C'est quelques années après que tout le monde s'est dit merde, on va tirer le plus longtemps possible, quoi. Moi c'était tu vois l'époque comme je disais les Moya, les Rafters, tu vois, tout le monde ils arrêtaient avant 30 ans, hein. Même à mon époque, Marat Safin aussi, il a arrêté tôt. Tu vois, donc à 30, 32, tu te disais, OK, j'ai donné, c'était bien, quoi. Tu t'entraînais comme un complet, toi, physiquement? J'ai toujours eu des préparateurs physiques très durs. Donc, je me suis toujours entraîné. Bon, je ne me suis jamais entraîné énormément tennistiquement parce que plus je jouais, moins je me sentais à l'aise. Mais c'est-à-dire que oui, je faisais vite 2 heures de physique par jour, intensif, parce que j'aimais bien ça. D'accord. Parce que comme je disais, j'aime bien la variété. Et moi, taper pour taper, ça me saoulait. Donc voilà, en gros, mes journées d'entraînement, c'était une bonne séance de tennis et une bonne séance de physique, quoi. Mais je prenais plus de plaisir au physique, en fait. Est-ce que tu as eu 2-3 anecdotes vécues avec les numéros 1 mondiaux de l'époque, Agassi, Hewitt, et puis après Roger, Rafa? Non, avec Agassi, j'aurais dû le jouer à Miami. Ouais. Et je devais le jouer à 6 heures sur le central, premier match de Night Session. Et 15 minutes avant, il se retire, le mec. Il a eu peur. Et donc, non, c'était l'époque où il avait plus de dos, là, où un jour il jouait, un jour il jouait pas. Et donc, je dois passer jouer à Agassi sur le central et je me retrouve à jouer Bjorn Po, Lucky Loser sur le court 18, quoi.
Non, après, pour le coup, voilà, j'ai profité. J'ai fait quart ou huitième à Miami. Donc, voilà, C'est c'était bon. des tableaux qui se dégagent. Mais sinon, non, mais d'ailleurs, je ne pense pas. Enfin, si, j'ai joué 2 fois Federer, 2 fois Nadal. Si, il y a un truc qui était sympa. J'ai joué une fois Federer à Doha, le 1er janvier. Et le mec, il met une tôle. Mais style 2 et 1. Et puis, en me serrant la main, il me fait bonne année. Ça m'avait fait marrer. Parce que tu es là, tu prends une tôle, tu dis, rentre chez toi, bonne année. Donc, C'est énorme. mais c'est des moments, ouais, c'est des moments chouettes, quoi. Ton tournoi préféré, c'était lequel? Moi, j'adorais l'Open d'Australie et Indian Wells. Yes. Ton plus gros regret de ta carrière, c'est quoi? Ben, mon plus grand regret, c'est ça, c'est de ne pas avoir trouvé assez vite mon problème physique parce que vraiment, j'avais le jeu pour être bon en 5-7. Je veux dire, ma manière de jouer, l'insouciance que je pouvais avoir pouvait me faire des trucs de dingue. Et c'est juste qu'il fallait juste voilà, que mon physique tienne un tout petit peu plus et c'était pas si compliqué en fait. Donc ça, c'est un regret parce que ça m'a pourri les grands chelems et les Coupes Davis quand même, quoi. Même si j'ai quand même gagné quelques matchs en 5-7, j'en ai perdu beaucoup plus que ce que j'ai gagné, quoi. La plus grande fierté? Ma plus grande fierté tennistique, ben c'est ça, c'est d'être parti de vraiment bas, de pas grand-chose, avec mes parents qui n'étaient pas spécialement avec moi, mes entraîneurs qui voulaient me virer de la Fédé quand j'étais jeune, tout le monde qui me disait tu vas pas y arriver, et puis voilà, ben, d'avoir fait ça. On fait jamais ça complètement tout seul, hein, parce que j'ai eu 2-3 entraîneurs qui m'ont quand même vraiment aidé, ou en tout cas à penser différemment. Mais oui, j'ai fait le plus gros tout seul quand même, ouais. Et c'est ça ma fierté, c'est d'avoir traversé un paquet de trucs tout seul et voilà, ça m'a endurci, quoi. Est-ce que tu as gardé une ou deux tenues Sergio Tacchini un peu mythiques? Non, rien. Je suis zéro souvenir. J'ai pas gardé un trophée dans ma maison. J'ai pas un trophée. J'ai pas une médaille. J'ai pas une tenue. J'ai rien. Je vis pas du tout dans le passé, moi. Et c'est pour ça que le jour où j'ai arrêté, tout le monde dit c'est dur. Et je vois plein de gens qui ont dur. Ben moi non, je suis passé à autre chose. Ma vie de famille, d'autres objectifs, d'autres envies, d'autres occupations. Ouais. Et voilà, je suis très content de ce que j'ai fait. C'est dans le fond de ma tête, mais voilà, je vis pas avec ça, quoi. Tu avais fait un peu scandale quand tu étais entré dans le top 100 en 2000 en disant qu'il y avait beaucoup de joueurs dopés et tu n'avais pas totalement tort. Certains auxquels tu pensais se sont fait contrôler positifs et tu avais dit que ton frère et toi, vous aviez toujours refusé de prendre des hormones de croissance alors que vous auriez pu mesurer 4 cm de plus et viser Ouais. plus haut. Et est-ce que ta vision des choses a évolué sur ce sujet? Elle a pas changé, mais sauf que maintenant je m'exprime plus, tu vois, parce que ça sert à rien. J'ai eu trop d'emmerdes, même avec Nadal à un moment donné. Apparemment, il était pas loin de vouloir faire des procès à tous ceux qui, tu vois, qui diffamaient un peu et donc voilà, j'ai eu suffisamment d'emmerdes, donc pareil, avec des potes, je vais en discuter, mais sinon mais oui, foncièrement, mais foncièrement c'est pas grave. Enfin, ce que je dis moi. Que mec se dope ou se dope pas, enfin, on va voir du spectacle, on va voir un grand spectacle. Moi, si je vais voir un concert, je me fous que Mick Jagger il a pris 3 grammes de coke avant de monter sur scène, tu vois. Enfin, c'est pas ça l'important. Ce qui compte, c'est le spectacle. Le seul truc qui me dérange, c'est vouloir faire croire que tout est tout beau, tout propre. C'est plus ça qui me dérange. C'est plus un système qui veut faire croire qu'il est tout beau, tout propre et qu'il fait tout comme il faut. Ouais. Ça, j'aime pas, quoi. Après, moi, que les gens se dopent pas. Je veux voir du spectacle. Si je vois du spectacle, je suis content, quoi. Yes. Quand tu as arrêté ta carrière, tu recherchais une vie de monsieur tout le monde pour prendre le temps d'emmener tes enfants à l'école, d'être tranquille. Est-ce que tu l'as trouvé ça facilement? Ouais, je l'ai trouvé hyper facilement, sauf qu'après, ben, tu te retrouves dans d'autres problèmes de monsieur et madame tout le monde. Et donc, tant que tu voyages, que tu n'es pas beaucoup là et que tu es un peu connu et que tu gagnes bien ta vie, ben, voilà, avec ta femme, ça se passe bien. Et puis, le jour où tu es là et que tu es un peu monsieur et madame tout le monde, ben voilà, donc ça, ben oui, en fait, ça a fait foirer ma vie de famille. Donc, tu vois, je me suis séparé pas très longtemps après, style 2 ans après ou quelque chose comme ça. Ok. Mais de nouveau, c'est la vie, quoi. C'est comme ça. C'est pas.
Mais voilà, je suis très content de ma vie normale. Mais de l'autre côté, voilà, si j'avais su que j'allais me séparer et que j'allais de toute façon voir mes enfants que la moitié du temps et tout ça, ah oui, j'aurais peut-être joué un peu plus, mais tu sais pas, tu prends des décisions et tu fais des choix à certains moments, tu penses que c'est les bons, et puis à l'arrivée, ben, tu te dis si j'avais su, mais bon, les si, ça sert à rien, on le sait pas à l'avance. C'est comme ça, moi, comme je te dis, je regarde pas derrière, que ce soit ma carrière, je regarde pas derrière, mon ancienne vie de famille, je regarde pas derrière, j'essaie juste d'aller devant, et qu'est-ce qui se passe devant moi et maintenant, tu vois. Ouais. Le reste, on change pas, quoi. Tu dis que tu avais le syndrome de peur du vide de l'après-carrière, de ce rythme très cadré, tournoi, hôtel, entraînement. Et finalement, tu l'as bien rempli, cette peur du vide? Ouais, mais moi, je l'avais pas trop parce que j'aimais tellement de choses dans la vie, quoi. Je joue au golf, j'ai des potes, j'ai ma famille, j'ai 3-4 occupations professionnelles différentes. Non, j'ai pas de vide. Le vide que beaucoup de joueurs ont, c'est qu'ils sont partis dans une direction, leur tennis full, et puis tu t'ouvres pas au reste, quoi. Moi, je suis toujours sorti, je suis toujours allé en vacances, j'ai toujours eu des potes. Je m'intéresse à l'immobilier, je m'intéresse à l'économie, je prends du temps pour mes enfants. Enfin, tu vois, les journées passent relativement vite une fois que tu as plein de trucs qui t'intéressent, quoi. C'est quoi tes activités et que tu travailles, quoi. Ouais. Ben là, je suis pro de golf, donc je donne cours de golf et je joue aussi pour moi un peu des tournois, tout ça. Je développe des clubs de paddle. Okay. Donc là, j'ai 3 clubs de paddle en Belgique avec un associé, mais bon. Mes enfants jouent au tennis, donc je donne aussi encore cours de tennis. Avec Julien Bouter, ce qu'il m'a dit de faire, voilà, donc j'ai toujours pas mal d'appart à régler, à gérer. Donc, c'est des bêtises, mais s'il faut repeindre un appart, c'est moi qui vais le repeindre, tu vois. Mon père est bricoleur, il m'aide sur tout ce qui est technique, mais voilà, si je dois démonter des cuisines, péter des murs et tout, c'est moi qui fais, quoi. Mais tu vois, tout ça, moi, me dérange absolument pas, quoi. Je pars du principe que tout ce que je sais faire moi-même, ça me va, quoi. Tes enfants ont une bonne main au tennis? Ouais, bon, ma fille joue comme une fille, donc, mais ça va, et mon fils, il joue comme moi, quoi. Il joue comme moi, mais je suis pas sûr qu'il aime plus que ça, mais je lui dis, amuse-toi, on s'en fout, tu verras bien. Yes. Mais il a le même caractère que moi, donc voilà, c'est un peu un artiste et il est un peu dans son monde, un peu artiste, mais voilà. Mais tant qu'ils s'amusent, moi, je leur dis, moi, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Mais ils aiment bien, ils ont essayé plein de sports, ils ont essayé le foot, l'équitation, hockey et tout. C'est le tennis qu'ils préfèrent, donc et moi, ça me fait rester un peu dans le milieu, donc à un moment donné, tout un temps, je regardais même plus les matchs, les trucs. Et maintenant, tu vois, ma fille, s'il y a un match à l'Open d'Australie, Roland, elle allume la télé, elle va regarder. Et donc, j'analyse le match avec elle et tout, donc c'est sympa. C'est sympa. Pour terminer, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Tu as gagné 2 753 294 $ sur le circuit, qui est une belle somme. Mais quelle est ta définition de la richesse à toi? La liberté. C'est un seul mot, la liberté. Si le tennis n'avait pas existé, tu penses que tu aurais fait quoi? Quand je réfléchissais à ce que je voulais faire, j'aimais bien l'économie et le droit. Et puis après, avec le recul, je me suis dit, en fait, je pense que j'étais fait pour faire un sport. Et je pense que si ça n'avait pas été le tennis, ça aurait peut-être été le golf. Et en discutant avec d'autres sportifs de haut niveau, ils disent un peu comme moi aussi, ils disent en fait, quand tu as une qualité dans un sport, en fait, elle pourrait s'appliquer à d'autres sports. Et donc, c'est juste que le tennis, c'est le sport vers lequel je suis allé. Mais je pense que voilà, je pense que mes qualités en tant que joueur de tennis, si j'avais joué au golf, je les aurais mises là, tu vois. Et je pense que j'aurais pu faire une carrière en golf. Mais bon, forcément, il faut commencer le golf. Alors à 8 ans, tu vois, tu ne peux pas. Mais voilà. Et je pense que j'avais une aptitude dans le sport, en tout cas, quoi. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie? Non. Mais maintenant, il y en a un qui va changer ma relation avec les femmes. C'est lequel? Les 5 langages de l'amour. Ça va changer ma relation avec ma fille et avec ma ou mes futures compagnes. C'est bon, ça. Mais ouais, je viens de le lire maintenant et franchement, j'ai toujours du mal à comprendre un peu, tu vois, les femmes. Et je parle même de ma fille, tu vois, et ça m'a vraiment éclairé sur comment approcher l'autre, mais au niveau de la communication, parce que l'amour, il est là, mais si tu as l'amour et que
la communication est pas la bonne, en fait, tu finis par détruire l'amour qu'il y a, quoi. Et ça, je suis content parce qu'avec ma fille, j'ai pas toujours si facile, même si on s'entend super bien. Et ça va vraiment m'aider à l'aborder différemment, quoi. Est-ce que tu as un film référence? Ouais, celui que je regarde encore et encore, c'est Gladiator. Le concert le plus ouf auquel tu as assisté? Je suis pas allé à des millions de concerts parce que moi, je suis relax, donc je suis plus allé à des petits festivals, tu vois, en Suisse, en Belgique. Mais ouais, je me souviens d'un concert en Suisse. Mais c'est de nouveau, le gars, on le connaît pas, quoi. Mais j'étais là, c'était à l'époque où tu avais le droit de fumer un peu d'herbe, et tu vois, il n'y avait pas les contrôles. Donc, t'étais là dehors, le mec, il jouait de la guitare tout seul, et moi, je fumais un pétard avec une copine, et c'est juste au paradis, quoi. Mais c'est tout con. Ouais. Donc, moi, je suis pas, tu vois, dans le surbruit, surluxe, enfin, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Donc, quelle est la plus grosse période de doute de ta vie? La plus grosse période de doute, quand mon ex-femme m'a quitté. Parce que franchement, la famille, pour moi, ça représentait beaucoup. Même si je n'avais pas toujours été irréprochable, ça ressemble. Voilà, en fait, tout ce que j'avais fait, c'était pour moi, mais c'était aussi vraiment pour eux, tu vois. Leur sécurité, pouvoir, comme je dis, la liberté. Moi, ce que je voulais à la fin de ma carrière, c'était être libre de choisir ce que je faisais de mon temps. Et je voulais passer du temps avec mon ex-femme et mes enfants, tu vois. Ouais. Et donc quand ça s'est cassé et que je me suis retrouvé tout seul dans ma grande maison et tout, là, j'ai eu 3 mois où j'ai vraiment eu du mal. Je dis, putain, qu'est-ce que je fais, quoi. Et puis un matin, je me suis levé, je lui ai dit, maintenant, t'arrêtes de pleurnicher. Et j'ai remis mes priorités, mes enfants, mes passions, mes amis, mon travail et tout. Et hop, c'est reparti tout de suite, quoi. Mais j'ai eu quelques mois là où je savais plus, quoi. Qu'est-ce que le Christophe d'aujourd'hui dirait au Christophe qui était dans le trou à ce moment-là? C'est comme ça que maintenant, même quand j'ai encore des périodes difficiles, je me dis, voilà, si t'es patient, courageux et positif, tu t'en sors toujours, hein. Donc, c'est ça que je me dis. Maintenant, j'ai gagné en patience et tout, mais c'est dur, tu vois. Et même quand tu as des potes qui viennent vers toi ou des gens qui viennent vers toi qui sont dans le trou, tu leur dis parce que tu sais que c'est la vérité. C'est la vérité. Franchement, tu t'accroches, tu es positif et tu es patient et tu te bats, ça va aller mieux. Mais c'est dur parce que des fois, ça dure 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et on a tous des galères, tu vois. Donc, mais pourtant, c'est le seul conseil que j'ai à donner et c'est comme ça que je m'auto-coach aussi, tu vois. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à convaincre? Moi, il y a un gars que je trouve génial et je ne sais pas si vous l'avez déjà interviewé, mais je le connais depuis qu'il est tout petit, c'est Stade Wawrinka. Lui, il vient vraiment de… Moi, mon meilleur pote de l'époque, c'était le frère de son coach, de Dimitri Zavialov à ce moment-là. Et donc, moi, Dimitri me l'a présenté quand il avait 12-13 ans, Stan. Et donc, je suis allé chez lui en Suisse, dans la ferme de ses parents, enfin, tu vois. Et tout le cheminement qu'il a fait, par où il est passé pour arriver aujourd'hui. Et quand j'écoute ses interviews d'aujourd'hui, je suis fan, quoi. Je suis fan parce que on nous parle toujours des superstars, de Federer et tout ça. C'est magnifique, mais ça, c'est pour combien de personnes, tu vois. Et ce que Stan a fait, d'où il vient, moi, j'adore. Et dès qu'il ouvre la bouche dans une interview, je trouve ça fabuleux, quoi. À un moment donné, il a changé de numéro et j'ai même pas son dernier truc, mais je pourrais essayer. Est-ce que tu es en contact avec Morgan Menahem, t'en parlais tout à l'heure? Ouais, de temps en temps, on s'envoie un message. Quand il habitait Dubaï, il me disait de venir chez lui, donc ouais. Et lui aussi, c'est un gars qui connaît bien les dessous du milieu. Il est pas du tout superficiel comme tous ces managers peuvent être et tout. Il est aussi très famille, très chill. Franchement, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et ton frère, il serait OK, tu penses? Ouais, mon frère, il pourrait, ouais. Trop bien. Un grand merci, Christophe, d'avoir pris le temps. Tu disais que tu étais pas rare, mais tu as été hyper généreux. C'était vraiment cool. Ouais, tant mieux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus dingue pour terminer? Je te dis, moi, je suis vraiment relativement très simple. Moi, tout ce que je veux, c'est que mes enfants s'épanouissent et les gens que j'aime. Moi, ça me suffit, quoi. Je reconnais les vraies légendes qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a régalé autant que j'ai pris de plaisir à le tourner et à le monter. Venez nous le dire avec un avis sympa sur Apple Podcast et 5 étoiles en plaçant le mot légendaire dans votre commentaire. Je saurai tout simplement que vous faites partie des meilleurs.
Un énorme merci à Aurel qui nous laisse un commentaire pour la 3e fois, peu cher. Clément et Morwiro qui nous écrit « Interview très bien préparée et la passion en découle. J'adore vos interviews en partant de la présentation jusqu'aux questions sur l'argent gagné où les premiers sponsors vous puez la fraîcheur. Continuez comme ça en espérant avoir encore plus de personnalités importantes de ce milieu. » Je dois le dire, Morwiro, j'ai rarement autant aimé puer dans ce cas de figure. Merci vraiment, c'est un bonheur de vous lire et nous pousse à tout donner chaque semaine. Alors venez, lâchez-vous en commentaire. Pensez à récupérer les 4 optimisations qu'on a enregistrées avec Fabs Barreau pour progresser dans votre jeu grâce à la stat, mieux comprendre votre style de jeu et apprivoiser vos forces. Notre statisticien collabore avec le gratin du tennis mondial et leur permet de grappiller de précieux pourcentages. Alors foncez, c'est du lourd. Merci enfin aux tipeurs récurrents qui soutiennent notre travail. On a créé un compte dont le lien est en description, lui aussi parce qu'entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 €, soit un café par mois, sur la plateforme Tipeee ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est en description de l'épisode. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Par avance, un grand merci si vous participez au sondage qui est toujours en ligne. On enverra un cadeau par tirage au sort. Merci pour votre bouche à oreille qui marche à merveille, vos commentaires et pour vos bonnes ondes de manière générale. Tous les liens sont en dessous, en description. Bonne fin d'Open d'Australie et à mardi prochain les légendes. Prenez soin de vous. Ciao.